Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse et FAQ après la victoire du Barça compliquée contre Benfica hier soir. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc on démarre tout de suite avec l'analyse et quelques petites statistiques qu'on va faire assez court et assez bref pour les stats. On va essayer de faire ça rapidement quand même, l'analyse, parce que j'ai pas mal de vidéos à montrer, mais j'ai la FAQ aussi à faire derrière, donc voilà. Donc on commence. À gauche, vous avez le graphique des expected goals, donc des buts attendus. On voit le graphique du Barça qui a beaucoup de chances de marquer autour de la 10e minute, 10-15e minute. On va voir l'occasion en vidéo après. Mais après, très peu d'occasions évidemment à se mettre sous la dent, parce qu'un Barça qui a pris le rouge ici, à ce moment-là, on voit le petit carton rouge, et bien un Barça après qui était énormément regroupé dans sa défense et qui subissait. Donc très peu d'occasions à se mettre sous la dent, très peu d'occasions dangereuses, mais il a suffi d'une seule vraiment petite occasion et un grand Rafinha évidemment sur le moment, parce que le match était quand même assez compliqué et ça a fait but tout simplement. On voit le graphique de Benfica ici qui grimpe, parce qu'ils ont eu quand même pas mal d'occasions à se mettre sous la dent, pas des giga occasions comme celle-là par exemple du Barça. Et là le Benfica, ils ont eu des occasions tout au long du match, des petites par-ci par-là, plus grandes, juste après la mi-temps aussi, tout ça vers la fin de match avec un expected goal qui monte à 2,57. Donc en soi, oui, en termes d'occasion, Benfica aurait peut-être dû, je sais pas, mais en tout cas, ils avaient de quoi gagner ce match. La seule différence, c'est que on avait Szczesny, tout simplement, et on verra ça dans la FAQ, mais c'est vrai qu'un grand gardien en Ligue des Champions, ça change quand même pas mal de choses. On voit à droite le graphique de la passing network, donc la pass map des joueurs. On voit un Barça qui, il n'y a pas beaucoup de... Alors c'est après le carton rouge, là c'est de la 28e à la 64e minute, Benfica c'est de la première à la 65e minute. Donc ils prennent une grande partie du match où on a joué, donc c'est 100 coups par-ci. Donc là on voit très peu de passes par exemple entre Ronald et les autres joueurs, c'est-à-dire que Ronald, quand il avait le ballon la plupart du temps, alors il a fait quelques passes et tout ça aux joueurs, mais la plupart du temps c'était des dégagements évidemment, donc c'est pas compté comme des passes. Ici un Rafinha qui descendait très bas parce que il fallait qu'il défende tout simplement, avec très proche de Baldé et d'Inigo Martinez. On voit des joueurs très regroupés, on voit vraiment une structure qui est totalement déstructurée, on va dire. Normalement on ressemble un peu plus à ça à gauche là, comme Benfica, avec des joueurs un petit peu quadrillent un peu le terrain, et là c'est totalement difforme parce que il n'y avait pas possibilité vraiment de le construire, donc c'est quelque chose d'assez logique. Donc on démarre l'analyse directement avec l'engagement, et au bout de quelques secondes un Benfica qui se procure déjà une occasion très dangereuse. Le plan de Benfica, il est assez clair ici. On touche le défenseur, alors ils ont joué quasiment comme ça un petit peu tout le match, mais c'était un peu le plan, c'était de jouer long parce qu'on pressait quand même très bien quand on était à 11, de jouer long de la défense jusqu'à l'attaque et de toucher devant donc Pavlidis. Ça avait été un peu le même plan au match dans le dernier match contre Benfica, et là c'était toujours le même plan. On dégage long, on essaie de trouver la tête de Pavlidis qui va faire des déviations. Et ici ce qu'on a, c'est un latéral droit ici qui est monté très très haut. Donc il est très très haut, donc Baldé prend le couloir et non pas forcément Rafinha. Ce qu'on aurait pu voir, c'est un Rafinha qui prend le latéral et Baldé qui prend l'ailier qui est rentré dans l'axe ici. Mais c'est pas le cas. Ici on a l'ailier gauche qui est un petit peu axial et le latéral adverse, donc Carreras, qui est ici, qui reste un peu plus bas. Donc Pavlidis qui est plutôt très bon de la tête, on l'avait vu de toute façon dans le dernier match, qui arrive à toucher ce ballon là, à gagner ce duel aérien, et qui arrive à dévier pour l'ailier justement qui part dans le dos d'Inigo Martinez qui est sorti pour mettre la tête. Donc c'est un peu ça le plan de jeu. Baldé, je sais pas s'il y a trop faute ou quoi, parce que peut-être qu'il le pousse un peu, mais il l'empêche d'avoir le ballon, mais après il va quand même y avoir une occasion. Mais voilà un peu le plan de Benfica, c'était de trouver Pavlidis de la tête et que Pavlidis fasse des déviations dans son dos pour les ailiers qui partaient dans l'axe. On voit, les deux ailiers sont très axiaux, l'ailier droit qui est passé dans le dos d'Inigo et l'ailier gauche qui est très très axial. Koundé qui l'a bien suivi parce que dans le couloir gauche ici il n'y a personne. Benfica qui récupère bien le ballon au final, perte de balle de Baldé, je sais plus exactement. Baldé qui se fait presser je crois et qui tombe, récupération, et là voilà, action déjà très dangereuse et premier arrêt pour Szczesny au bout de 17 secondes. Ça a présagé peut-être une grande soirée pour lui, mais en tout cas au bout de 17 secondes, même si l'équipe en général n'était pas forcément rentrée dans le match, lui il était déjà rentré dedans. On va voir maintenant un peu les sorties de balles du Barça. On voit un pressing assez haut et assez agressif de la part de Benfica. On joue la première à la deuxième minute, 1 minute 35 ici, donc il y a eu un corner après, tout ça on relance, donc c'est direct,
direct. C'est vraiment l'entame de match, il s'est passé quand même pas mal de choses. Et un Barça donc assez bas, on voit les deux centraux au niveau du gardien, Koundé quand même assez bas et Baldé de l'autre côté aussi. Il y a cette volonté là de sortir vraiment à 4 pour le coup, 4 défenseurs, avec un Pedri qui redescend assez bas pour former une sorte de double pivot, et là Olmo qui est au poste de 10. Donc là pour le coup on peut le dire, tu vois, là on a 4 défenseurs, un double pivot et un 10, tu vois, dans le positionnement. Mais évidemment ça va bouger un petit peu parce que les joueurs ont de la liberté de mouvement, mais aussi doivent se proposer évidemment, mais pas rester forcément fixés dans leur position. Ce qu'on a évidemment c'est un Koubarsi qui ressort très bien les ballons comme souvent, un De Jong qui se rend disponible, donc là on se retrouve avec le ballon et on a quand même une De Jong, il est quand même à l'aise, il a de la marge pour se retourner, pour trouver une solution. Olmo qui part dans cet espace ici, qui vient se proposer à De Jong, et là encore une fois quand je vois ça, moi je me dis le début de match il est plutôt alors certes on a quand même subi pas mal d'occasions, mais quand je vois ce début de match je me dis ça peut être un grand match, et surtout peut-être un grand Olmo qui peut vraiment apporter à cette équipe. Bon, le problème c'est qu'on a pris rouge et qu'il a dû sortir, donc l'histoire s'est arrêtée là pour lui, mais franchement ce qu'il fait là, hop, c'est fort parce qu'on a cette volonté pour le Benfica de vraiment d'aller être agressif, de sortir haut. Là, celui qui vient là, je crois que c'est Otamendi, hein. Donc il sort de sa défense, c'est même pas le milieu. T'as Otamendi qui sort de sa défense pour venir faire un pressing monstre sur Olmo. Olmo qui le crochette, il le pochette trop facilement, avec un Lamine Yamal qui vient se proposer ici pour demander dans les pieds, un Carreras qui le suit, et du coup, grand espace laissé libre. Et là, Olmo va pouvoir avancer et surtout servir Pedri. Là, Lewandowski lui dit en plus, évidemment, Lewandowski prend souvent des infos et il donne souvent ses instructions, même en cours de match. C'est pas la première fois, depuis qu'il arrive au Barça, il le fait. Donc ça, c'est bon, voilà, c'est un petit détail. Donc Lewandowski qui dit évidemment de servir Pedri, c'est assez logique. Là, Pedri, si tu le sers, il va pouvoir avancer. Au moins, ça laisse le temps à Lewandowski de faire son appel, voilà. Et puis de l'autre côté, on a Rafinha qui est très très haut et qui est très loin aussi, très écarté. On n'a pas forcément à ce moment-là un Rafinha très axial. On n'en a pas forcément besoin. Là, ce qu'on a besoin, c'est évidemment d'écarter au match cette équipe de Benfica qui va essayer de mettre de la densité dans l'axe et de nous empêcher justement de passer par l'axe. Donc il faut quand même des joueurs qui écartent. D'habitude c'est Lamine Yamal qui écarte à droite et Rafinha qui est quand même assez axial, et là vu qu'on sort le ballon, de toute façon le Baldé est assez bas, ça sert à rien que Rafinha soit dans l'axe parce que le Baldé ne pourrait pas prendre le couloir. Donc bref, on avance un petit peu, on sert Pedri, et là Pedri il a toute la place évidemment le latéral, il faut qu'il resserre un petit peu dans l'axe pour pas laisser Lewandowski seul en 1 contre 1, mais d'un côté eh bien il y a Rafinha de l'autre côté, il sait pas trop, il peut pas non plus se jeter totalement dans l'axe ou écarter trop parce que ça laisserait beaucoup trop d'espace dans l'axe. Donc Pedri il sert Rafinha qui attaque, ballon au pied, qui avance, il est pas forcément attaqué, il y a le défenseur qui recule, qui essaie de contenir au maximum le temps que ses coéquipiers redescendent un petit peu, et on a Olmo qui comme souvent dans cette zone là à l'entrée de la surface qui se propose, qui est libre, et Olmo va pouvoir contrôler, s'orienter et frapper. Malheureusement ça finira pas au fond, mais c'est une première action aussi du Barça sous pressing de Benfica où on s'en est bien sorti, on a réussi à sortir le ballon proprement et réussi à être dangereux vraiment au bout de 2 minutes aussi. Donc certes le Barça a vécu un début de match compliqué, mais à 11 contre 11 je pense que ça aurait été un match quand même très différent. C'est assez logique, Ce que je veux dire c'est que faut pas croire non plus qu'on était sous l'eau même en début de match. Oui, on a beaucoup subi en début de match, Benfica qui a attaqué fort, pas de problème, mais le Barça quand même a montré qu'il y avait quelque chose à faire à 11 contre 11. Malheureusement, le match après c'est passé autrement. Donc là c'est une petite image aussi sur le pressing du Barça. Bon, j'ai pas le plan général, le plan large juste avant, mais là il y a un 6 mètres du gardien, on le voit ici, et on voit Rafinha, regardez-le. Il y a les attaquants qui pressent, qui sont à l'entrée de la surface, et dès que le gardien il joue sur le joueur, regardez comment, bon là c'est du côté de Rafinha, donc Rafinha il y va fort. Ici on a Baldé qui vient presser le latéral, et ici on a Lamine Yamal qui reste ici. Donc on n'a pas forcément Koundé qui vient presser le latéral pour le coup, mais du côté où Benfica joue, du côté donc de ce latéral là, eh bien Baldé ici il va grimper jusque là pour venir le presser. Donc c'est pour ça que je disais souvent ce qui se passe à ce moment là, c'est donc un latéral qui monte sur le latéral adverse, et notre 6 donc De Jong qui va se mettre en défense. On va le vérifier ici justement, je vous en parlais mais j'avais pas l'occasion forcément de vous montrer les images parce que j'avais pas refait d'analyse ou quoi, mais là De Jong n'est pas au milieu, le latéral qui essaie de jouer sur son ailier. Donc c'est Inigo Martinez ici qui est là, qui prend la place donc de Baldé presque donc comme un latéral et qui vient presser le joueur pour l'empêcher de jouer. Donc ça c'est réussi, c'est bien joué. Koubarsi ici est là sur Pavlidis, et là il y a là c'était un milieu de terrain je crois, c'était une sorte de leur numéro 10, et là il y a De Jong du coup.
On voit ici De Jong. Donc au lieu de De Jong vienne se placer ici en 6, que ça soit De Jong ou un autre, hein. Si c'est Garcia, si c'est Casado, c'est la même chose. On presse comme ça. On a le latéral. Notre latéral qui vient presser souvent le latéral adverse, en l'occurrence là ici Baldé. On a le défenseur central gauche, donc Inigo Martinez qui sort sur l'ailier, prend la place de Baldé, et du coup De Jong qui est obligé d'aller en défense, parce que si De Jong va pas en défense, bah ici ça va être très compliqué derrière, il faut compenser. On joue la 12e minute, le Barça s'est vraiment installé dans le camp adverse, même si tout n'est pas parfait et qu'on n'a pas non plus des occasions de malade. On a quand même une équipe du Barça qui est assez dominatrice et plutôt en place, tu vois. Ça veut pas dire qu'on subit aucune occasion, mais on est plutôt bien dans ce match. On fait quelques pertes de balles, mais il y a un bon contre-pressing, là en l'occurrence de Koundé qui vient assez agressif sur le porteur, qui vraiment joue de l'épaule et qui va récupérer le ballon, et on voit directement une grosse récupération avec un bloc très haut du Barça. On a Rafinha ici qui est limite hors jeu, tu vois déjà. Lewandowski, Olmo qui sont très hauts, Lamine Yamal qui est là, Pedri qui jouait quand même assez haut en début de match quand même. On avait un Pedri quand même assez haut sur le terrain. Baldé, voyez comme notre bloc est très haut sur le terrain, parce que évidemment il y avait l'attaque avant et on a perdu le ballon, mais on l'a récupéré très rapidement. Donc Pedri qui en une touche directement va trouver De Jong en retrait ici, et direct comme je l'ai dit, on a déjà les joueurs en place, hein. Ici on a De Jong en 6 on va dire, et là on a 2 milieux relayeurs dans les demi-espaces, même si c'est très axial, mais on a cette solution directe. Et Benfica c'est compliqué, là les milieux sont pas très bien placés, on a 2 milieux alignés on va dire, et Pedri et Olmo de chaque côté, donc là pour les milieux c'est compliqué, faut qu'il y en ait un qui prenne Pedri et l'autre qui prenne Olmo, mais le temps de se déplacer, De Jong doit faire le bon choix on va dire. S'il la donne à Olmo, on voit que le joueur ici il est orienté pour sortir sur Olmo, et ici le joueur il est orienté côté Olmo aussi, donc Frenkie va faire le bon choix, il va servir Pedri, et du coup l'autre va devoir se retourner comme ça, mais l'autre ici il est parti sur Olmo. Donc là, Pedri va être libre et va pouvoir attaquer ici l'espace, ici. Sachant qu'on a Rafinha de l'autre côté qui, encore une fois, était placé plutôt comme un ailier et non pas forcément un joueur d'axe à ce moment-là, parce que là, ça sert à rien de toute façon de rentrer dans l'axe, parce qu'il y a Olmo ici, qui est dans cette zone-là de le demi-espace gauche. On connaît aussi Olmo et ses appels, toujours dans les zones assez dangereuses. C'était pas la première fois du match, c'était pas la dernière avant qu'il sorte. C'est dommage, mais donc un appel assez intéressant et une passe assez intéressante de Pedri qui va être un petit peu dans le dos de Olmo, mais qui va tomber sur Rafinha. Ici la petite passe pour Olmo, elle est un peu dans son dos, un peu mal donnée on va dire, Pedri, mais par chance on a quand même Rafinha qui est seul du coup, parce que le latéral il est obligé de resserrer dans l'axe. Et c'est ça aussi qui est bien de partir dans le demi-espace entre le défenseur central droit Silva, je crois qu'il s'appelle Antonio Silva, Araujo aussi, latéral droit de Benfica. On a notre milieu de terrain qui part dans ce demi-espace là, donc le latéral est obligé de resserrer sur lui, ce qui libère complètement aussi Rafinha dans le couloir. Donc même si la passe elle est ratée de Pedri, eh ben il y a quand même ce petit danger là, parce que Rafinha il est un petit peu tout seul. Donc Rafinha qui va bien jouer le coup, qui va faire sa passe ici. On voit la défense qui est pas très bien alignée, Antonio Silva qui est un peu en retard parce que il a essayé d'intercepter la balle, mais voilà, il s'est raté. Et donc on a Olmo et Lewandowski. Le problème ici, c'est que je pense que les joueurs sont assez mal positionnés. Olmo et Lewandowski sont trop proches. Là, Olmo de base, il est premier lui. Il est plus proche du ballon, donc il est orienté aussi. Il regarde Rafinha, donc il voit pas que Lewandowski est dans son dos. Lewandowski, lui, il regarde le ballon, il voit qu'il y a Olmo devant lui. Donc Lewandowski ne doit pas faire le même appel, tu vois. Là, il doit pas être là. Là, Lewandowski, c'est mal joué. Il est attiré par le ballon. Ça n'a pas de sens, parce que s'il est déjà placé ici, eh ben, ça va libérer peut-être Olmo aussi, parce que je pense pas, hein, mais en tout cas, Otamendi, il aura pas 2 joueurs à prendre. Il aura un joueur. Il devra faire un choix entre Lewandowski qui est ici ou Olmo qui est ici. Donc là, c'est mal joué. Voilà, c'est pas pour tomber sur Lewandowski, mais en l'occurrence, c'est le joueur qui, là, il voit qu'il y a Olmo devant lui. Donc voilà, Olmo, lui, fait pas forcément attention. Il va pas changer son appel. Lewandowski est de ce côté. C'est à Lewandowski d'aller ici, tout simplement. Donc Olmo, il va reprendre le ballon. Malheureusement, c'est bien repoussé hein, par le gardien. Mais regardez où le gardien repousse. Si Lewandowski est déjà là, il y a but. Ça part un peu de là aussi, cette grosse occasion manquée. Ça part de joueurs qui sont trop attirés par le ballon, qui vont dans les mêmes zones que ses coéquipiers, c'est pas bon. Et puis après, là, on a Lamine Yamal qui arrive, qui est un peu face au ballon aussi, face au cage en tout cas, et Lewandowski qui est dos au cage. Et on a les 2 joueurs qui se gênent. Lewandowski, peut-être qu'il doit la laisser à Lamine, j'en sais rien en vrai. Je dirais pas que Lamine est hyper bien placé non plus. Il est un peu de côté aussi, il doit contourner Carreras. Mais voilà, c'est une grosse occasion ratée. C'est un loupé, mais l'action en tout cas elle est pas mal. Le contre-pressing, l'appel d'Olmo de base, tout ça. Mais c'est le placement. Le match de Lewandowski, il a pas été incroyable hier. Ici, on va avoir une belle action de Benfica. Bon,
hors-jeu de base, hein, évidemment. Une très belle action. Franchement, une très belle action. C'était un peu l'objectif, c'était ça. On a ici Baldé qui est un peu attiré. Bon, après, c'est une perte de balle de notre part. Hein. Kubarsic essaie de toucher Olmo, mais la balle est trop haute. Olmo, il peut que le dévier de la tête, récupéré donc par Benfica. Ils vont trouver ici leur ailier, Arthur Koglu. Et on a le numéro 10 hein, de Benfica qui était très haut sur le terrain et donc qui a posé quand même pas mal de problèmes au Barça parce que souvent on était un peu en 1v1. On a là Koundé qui est sur l'ailier, Kubarsic qui est sur Pavlidis et le numéro 10 avec Inigo. Sauf que là, Baldé, il est battu par Arthur Koglu, on va dire. Heureusement qu'Inigo fait les petits pas en avant, il attaque un peu le ballon parce que de base, il couvrait quand même le joueur. Arthur Koglu, peut-être qu'il donne le ballon trop tard aussi, mais en tout cas, ce qui est bien joué, c'est après. Après, ici, ce qu'on a, c'est Pavlidis qui attire tous les regards, on va dire, qui fait son appel plein axe. Ici, et on a, je pense que c'est une consigne, donc le numéro 10 qui se retrouve sur l'aile et qui centre, il voit même pas le joueur ici. Mais la consigne c'est ça, c'est soit tu centres premier poteau et t'as Pavlidis, soit tu centres entrée de surface et t'as l'ailier qui vient ici, il a fait plusieurs fois hier, qui part dans le dos de Koundé et qui va à l'entrée de la surface. Donc c'est exactement ce qu'on a, mais il voit pas le gars qui fait son appel, c'est juste que il sait qu'il y aura un joueur dans cette zone parce que c'est la consigne, c'est leur manière d'attaquer, elle est comme ça, et c'est très très bien joué. Cela Koundé, il fait pas vraiment attention, il est un peu attiré par Pavlidis, il s'attend à un centre dans cette zone, il voit pas que dans son dos, le joueur il a changé d'appel, il part dans le dos, il vient reprendre le ballon. Très bel arrêt de Chesney encore une fois, mais de toute façon il y avait hors-jeu. Alors cette petite séquence elle va être très courte, mais j'ai beaucoup aimé la défense. Comme d'habitude, l'alignement du hors-jeu, c'est une masterclass. Hier quand je vois ça, je me dis c'est injouable. C'est injouable pour les autres équipes parce que c'est tellement coordonné et tellement bien joué. C'est beau à voir quand c'est bien fait, quoi. Après évidemment c'est un peu plus compliqué et puis des fois c'est risqué aussi évidemment. Là il y a une passe, donc je pense que c'est le latéral qui doit être là, qui va toucher donc là le milieu de terrain, ou alors je sais pas, je reconnais pas qui c'est, mais donc le latéral qui va le toucher et on voit la défense qui remonte là, qui s'aligne. On voit Koundé, bon, il recule un peu, Inigo il recule un peu, mais Kubarsic était un peu plus bas, il remonte, il fait quelques pas en avant, et on a une défense qui avance là, regardez. Même s'ils sont orientés vers pour partir, ils arrivent quand même, on dirait qu'ils... en fait c'est pas qu'ils avancent, c'est qu'ils s'arrêtent vraiment. Ils sont orientés pour partir au cas où, mais ils freinent complètement leur course, ce qui fait que les joueurs adverses, ils avancent, les attaquants, mais ils sont hors jeu, là. Et là, lui, il a plus d'autre choix. Soit il y va tout seul, mais soit il revient en arrière, mais il est pressé, il est bien entouré. Il y a Baldé qui arrive, il y a Inigo qui est là et De Jong qui est très proche aussi. Et le joueur a plus de solution. S'il la donne devant, ils sont tous hors jeu, les mecs. Et ça, c'est vraiment bien coordonné parce qu'au moment où l'autre il fait la passe sur le milieu de terrain, ou en tout cas ce joueur-là, eh ben, t'as la défense qui s'aligne directement et les attaquants qui partent aussi trop tôt de Benfica. Donc tout le monde est hors jeu et le joueur, il perd la balle directement. Ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est tellement fort aussi cette manière de défendre. Parce que certes, c'est risqué des fois et tout ça, ok, mais quand c'est défendu comme ça, tu peux pas faire grand-chose. Bon, évidemment, des fois le hors-jeu, la ligne du hors-jeu c'est bien, des fois c'est un peu moins bien joué. Donc là au départ de l'action on va voir ici le petit contact, hein, regardez bien, entre Pavlidis et De Jong. On voit que il y a faute de Pavlidis, il le pousse en fait. Ici il le pousse avec ses mains. Donc à partir du moment où tu joues pas forcément le jeu avec ton corps mais avec tes mains, que De Jong est premier sur le ballon, qui saute et qu'il est gêné par une poussette avec les bras décollés du corps de l'attaquant, c'est une faute assez claire. Certes, je dis pas qu'il y a carton rouge, attention c'est la faute du siècle, mais c'est une faute, ça gêne évidemment. Après il y a le truc de l'expérience aussi. De Jong est normalement censé avoir l'expérience qu'il faut pour vraiment jouer la faute, et là tu dois te jeter, plonger comme un dauphin, tu vois, comme un tiburon. Mais bref, tu dois vraiment plonger, tu vois, et vraiment un peu abuser le geste. C'est comme ça, parce que des fois le problème c'est quand t'abuses pas ton geste, et il y en a ils vont te dire ouais il simule machin. Ok, mais des fois tu sais quand tu veux faire le bonhomme qui reste debout et tu veux pas jouer cette faute là, pas être un peu vicieux, et ben derrière l'arbitre va dire y a rien quoi. Et du coup, tu continues. Donc là, directement, la défense qui est alignée et très rapidement, les deux ailiers qui partent dans l'axe sont hors jeu. Encore une fois, Pavlidis qui joue le duel de la tête sur De Jong. On l'avait dit dans l'avant-match aussi. C'est pour ça que De Jong devait jouer. C'était parce que le Benfica allait chercher forcément à trouver en pivot, en point d'appui, Pavlidis de la tête. Et c'est pour ça que Casado avait eu ce problème-là dans le dernier match contre Benfica, parce qu'il avait un déficit physique sur le joueur et voilà. Mais bon, il compense un peu avec son agressivité. Là, le physique est bon de la part de Jong, sauf que sur le coup, peut-être, soit il y a un manque d'agressivité, soit il y a un manque de vice, on va dire, pour jouer la faute. Là, on est très bien aligné, et là, le problème, c'est qu'on est tellement aligné et on s'attend tellement à ce que le joueur il fasse une passe et que les joueurs soient hors jeu, c'est qu'on le laisse un peu avancer, quoi. Et au final, il passe un peu en puissance, tu vois. Parce que Pavlidis, joueur, bon, voilà, je sais pas si on pourrait dire que c'est un très gros joueur, mais en tout cas, c'est un joueur où c'est difficile à défendre sur lui parce qu'il se sert beaucoup de son physique
stratégique, beaucoup de ses bras pour vraiment passer, pour s'écarter et tout ça. Et au moment où Koubarsi le tacle d'ailleurs, on voit qu'il écarte Koubarsi avec son bras et tout ça. Donc ça va forcément gêner et ça va gêner le tacle de Koubarsi. Donc je dis pas qu'il fait des fautes avec son bras, mais il joue très bien de ses bras pour s'aider et tout ça, et c'est quand même assez bien joué. Donc évidemment le tacle de Koubarsi ici, hein, en dehors de la surface, mais tacle quand même, évidemment le joueur tombe dans la surface, mais taclé avant, c'est carton rouge évident. On va revoir ici malheureusement, vous voyez le bras quand je vous dis que Pavlidis se sert un peu de ses bras et tout ça, il joue un peu des coudes. Au moment où Koubarsi va pour intervenir, on a le Pavlidis qui essaie de l'écarter, on va dire, avec son coude. Donc forcément ça déséquilibre, même s'il est déjà un peu déséquilibré puisqu'il tacle, mais ça va gêner Koubarsi dans son tacle. Et peut-être que c'est ça qui a fait la différence aussi, hein. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est une faute de Pavlidis, hein, mais c'est bien joué de sa part parce qu'il gêne Koubarsi dans son intervention défensive. Donc Koubarsi qui est plutôt bon dans les tacles comme ça, il va se louper, hein. Malheureusement sa jambe elle passe au-dessus du ballon en fait, parce que si là sa jambe elle passe sur le ballon, il n'y a pas faute, tu vois, il toucherait le ballon, même s'il y a le contact là, mais s'il prend le ballon, je sais pas si on aurait pu dire faute aussi claire, tu vois, mais peut-être qu'avec ce petit coup de Pavlidis, bah, ça gêne Koubarsi qui chope pas le ballon malheureusement et qui chope que le joueur. Koubarsi qui sort, qui est exclu, petit sourire aussi du quatrième arbitre, assez satisfait de la situation. J'ai pas vu sa tête à la fin du match quand on a gagné 1-0. En tout cas là il a l'air assez content. Là il est assez, je sais pas, va savoir. Il est satisfait de la situation en tout cas. Moi je vois que ça, je vois un sourire ici, hein. Je sais pas vous mais voilà. Donc le Barça est à 10 et là la physionomie du match change un petit peu. Les sorties de balles qu'on voyait tout à l'heure avec une défense assez basse, Koundé tout ça, Baldé assez bas, défense à 4 et voilà, bah on ne l'a plus. Forcément Benfica a la supériorité, on va dire, s'ils nous pressent à 4 devant, ils peuvent se permettre de nous presser comme ça avec les 4 de devant, nos 4 défenseurs. Donc ça va être très compliqué. On a le double pivot derrière qui peut presser les deux milieux et derrière ils ont en tout cas la supériorité encore derrière. Donc vraiment on est un peu foutu si on veut sortir court. Donc voilà pourquoi aussi il y en a qui demandaient hier, et même dans la FAQ il y en a qui ont demandé, mais je l'ai dit dans le débrief à chaud, pourquoi Lewandowski n'est pas sorti et pourquoi il est resté sur le terrain. C'est exactement pour ça, parce que Szczesny, les dégagements, il va essayer à chaque fois de toucher Lewandowski devant. On sait que Otamendi c'est un mec assez rugueux, c'est un Argentin, on connaît tous le joueur, c'est un mec c'est un peu comme un Inigo Martinez dans les duels, dans l'agressivité, tu vois, c'est ce genre de gars, tu vois. Antonio Silva derrière est un jeune défenseur, mais c'est un joueur assez costaud aussi. Donc on avait besoin d'un point d'appui devant, un mec solide pour jouer ce genre de ballon justement, même si bon il n'a pas forcément totalement réussi à gagner tous ces duels, mais un Olmo devant, s'il reste à la place de Lewandowski, tu peux pas dégager sur Olmo, il va quasiment gagner vraiment aucun duel. Et même si là par exemple Lewandowski perd son duel, il va vraiment gêner Otamendi de par son physique quoi, vu qu'il est assez costaud et qu'il a l'habitude de jouer ces trucs là, bah voilà. Et donc Pedri derrière va pouvoir toucher le ballon, même si on va le perdre juste après, mais en tout cas c'est ça l'objectif. Autre chose aussi, donc le ballon est quand même récupéré par Lewandowski, hein, je précise, c'est lui qui tire un petit peu dans le ballon, qui arrive à grappiller le ballon, ça revient sur Koundé qui va trouver ici De Jong dans le demi-espace, et De Jong qui va avoir l'espace ici pour avancer. C'est dans ces situations là aussi que De Jong il est bon, parce que hier si on réussit notre match et si on gagne, enfin si on réussit à gagner tout simplement, c'est aussi parce que le milieu de terrain a été assez phénoménal, que ça soit Pedri évidemment, mais aussi De Jong, parce que dans ces situations là t'as besoin justement d'un joueur qui a un volume de jeu, t'as besoin que ton milieu de terrain il se dédouble, il te manque un joueur pour combiner, pour trouver des solutions. Et on sait que De Jong, quand il y a les espaces devant lui, c'est un spécialiste pour gagner cet espace-là et avancer vraiment. Là, il résiste au pressing du joueur aussi, par son physique. De Jong, quand il est en forme, c'est un joueur quand même qui est assez puissant. Donc dans ce genre de situation aussi, à l'image d'un Ronald par exemple, qui quand tu dois poser un but et être vraiment défensif, il va vraiment t'apporter. Eh ben De Jong, quand il faut porter la balle, vraiment jouer comme ça, eh ben c'est là aussi que De Jong il est très bon, tu vois. Donc De Jong qui va attaquer l'espace, c'est très bien joué. On a seulement Rafinha qui est là, et là De Jong va nous sortir une passe vraiment magnifique. Il avance un petit peu, pareil, donc on a Rafinha qui est vraiment dans le dos, tout ça. De Jong qui va trouver cette petite passe là enroulée, magnifique franchement. C'est très bien joué. Le problème, c'est que Rafinha il s'est arrêté parce qu'il y croyait pas. Mais franchement, si Rafinha s'était pas arrêté, peut-être que ça aurait pu faire but, tu vois. Là, Rafinha il arrive légèrement en retard, donc il va tirer, la frappe, elle va être contrée, il va y avoir corner, je crois. Très belle passe de Jong. Voilà. Donc là, les raisons pour lesquelles c'est Olmo qui est sorti et pas Lewandowski, et aussi les profils de joueurs qui ont fait du bien dans cette situation. Ronald, bon là on l'a pas vu sur cette séquence, mais voilà. Et De Jong, dans cette situation-là, dans cette physionomie de match, De Jong, il est important, vraiment important. Mais qu'est-ce qu'on a là? Ce serait pas une semelle sur le genou? Attendez,
Je vois pas très bien là. Ah non, c'est pas sur le genou, c'est juste en dessous, c'est sur le tibia, pardon, excusez-moi. Alors ce joueur-là, hein, qui fait une semelle ici sur le magnifique tibia d'Inigo Martinez, je sais pas s'il a essayé de faire, peut-être qu'il voulait lui enlever sa jambe. Eh bien, il a reçu un carton jaune. Bon, donc, est-ce que ça, c'est un carton jaune ou est-ce que c'est un rouge? Chacun a son interprétation. Pour moi, c'est un rouge évident, mais bon, apparemment pas pour l'arbitre. Et ce joueur-là avait fait une faute juste quelques minutes avant aussi sur Inigo. Quand Inigo avait essayé de dégager le ballon, le joueur lui avait shooté aussi dans la cheville. Et ce qui ne lui avait pas valu de carton jaune, sachant que c'était quand même un carton jaune. Pour le coup, l'autre, c'était un carton jaune aussi assez clair. Donc là, il a pris qu'un jaune, mais ce joueur-là, il doit soit prendre un rouge tout de suite ici, soit prendre un deuxième jaune. Mais vu qu'il n'avait pas pris le premier, c'est dommage, ça aurait pu changer le match aussi. Et là on va voir Pedri, toute la magie de Pedri aussi. Pourquoi on va voir deux choses de toute façon, Pedri et Rafinha. Pourquoi Pedri est important dans ces matchs là aussi, c'est magnifique. Il a déployé des efforts phénoménaux hier. Il a couru je crois 13 km et quelque chose comme ça. C'est lui qui a couru le plus. Là c'est juste avant la mi-temps, on a dépassé un peu le temps additionnel, mais vu qu'il y a eu des fautes et tout ça, ça dépasse. Donc Rafinha qui est redescendu aussi, se proposer, et donc Pedri qui va aller dans cette zone là de Rafinha, parce que justement le latéral il est monté et il n'y a personne dans cette zone, donc Pedri va faire l'effort d'aller dans cette zone pour se proposer. Donc Rafinha qui le sert ici, et là on a toute la qualité de Pedri qui va garder, avoir cette conservation de balle. Comme je l'ai dit, quand tu dois déployer des efforts pour porter la balle et faire des différences balle au pied, il y a Frenkie, et quand tu dois déployer des efforts pour garder le ballon sous un pressing ou quand tu as 3 joueurs autour de toi et t'as pas trop de solutions, bah t'as Pedri. Et dans ces deux milieux là sont vraiment bien complétés dans une physionomie de match qui était vraiment pas évidente. C'est presque les milieux on va dire parfaits quand ils sont vraiment au top de leur forme, évidemment. Donc Pedri qui va conserver ici, on a le défenseur qui vient le presser, et hop là Pedri, petite talonnade pour Rafinha. Voilà, c'est Pedrito quoi, tout simplement. Et Rafinha qui va donc pouvoir attaquer l'espace. Et on avance un petit peu, on se retrouve dans cette situation là, je suis désolé mais c'est là. J'en parlais hier dans le débrief, j'en ai parlé sur Twitter aussi. Rafinha il doit allumer la cage. Il s'est retrouvé dans des situations où il était ici, genre là dans cette zone contre le Bayern, et il frappe ici. Il fait limite un poteau rentrant ou un truc comme ça. Il frappe dans des situations des fois où tu te dis non, frappe pas, tu vois, enfin genre ça va être dur de marquer, tu vois. Et il marque. Et là il se retrouve dans cette situation là où il a tout le temps d'ajuster le gardien. Alors ouais il est sur son pied gauche, mais là je suis désolé, il a tout le temps pour allumer. Il y a personne ici. Lewandowski est au point de pénalty, mais il y a très peu d'espace pour lui donner le ballon, et Lamine Yamal il est trop loin de cette zone là, et Rafinha va tenter la passe pour Lamine. C'est très mal joué, et là ce qu'il doit faire Rafinha, c'est allumer la cage, allumer le gardien, et ça j'ai pas compris. C'est dommage, ça c'est un truc qui m'a pas trop plu on va dire. Il a été limite trop collectif sur cette action. Des fois on dit ouais les joueurs ils en font trop, ils veulent trop briller, mais là pour le coup c'est totalement l'inverse. Fallait allumer. Dernière séquence de l'analyse et séquence donc du but. On joue la 60e minute. Ferran Torres est rentré à remplacer Lamine. Donc Ferran qui est passé à gauche. Rafinha qui est passé à droite. Donc on voit Rafinha, regardez comme il est déconnecté. Il pourrait rentrer dans l'axe et pour se proposer, tu vois, proposer une solution. Mais il y a vraiment cette volonté d'écarter. Même avec un joueur en moins, on a des joueurs qui sont assez écartés. Même Koundé là-bas qui est un peu plus dans l'axe mais qui est quand même assez loin. Et il y a cette volonté vraiment des ailiers d'écarter au maximum pour essayer d'écarter on va dire le bloc de Benfica quoi. Donc bon la balle va pas lui arriver, mais c'est le défenseur de Benfica au final qui va le servir. Donc il y a Baldé qui va essayer il y a l'appel de Ferran évidemment, Baldé qui va essayer de lui mettre en profondeur, c'est bien intercepté par le défenseur. Donc on avance un petit peu et là il y a le défenseur qui est servi. On a Rafinha qui est toujours un peu loin de l'action. Il se fait un peu oublier, disons, mais il revient un petit peu. On voit qu'il est prêt. On voit là, rien qu'à son corps, on va dire, on dirait qu'il est prêt à bondir, tu vois. Il trottine, mais il est hyper concentré. Enfin, on voit pas très bien, là. C'est pas assez net. Voilà, mais c'est l'impression vraiment de G, quoi. Quand je le vois un petit peu courir, faire des petits pas, on dirait qu'il s'attend à tout moment à bondir sur le joueur pour venir le presser. Et c'est ce qui va se passer, hein, de toute façon. Le joueur qui va servir Carreras, mais qui va mal servir, pas assez précis, disons. Et Rafinha qui va, regardez, à quelle vitesse il déclenche son appel. Il déclenche pas son appel, il fait le pressing, pardon. Mais là, c'est abusé. Il y a la passe, ça se joue en 1 millième de seconde. Il voit, à partir du moment où il fait la passe, et il voit que la passe, elle est un peu longue, la vitesse à laquelle il part, c'est boum. Regardez comme il accélère. Carreras, c'est pas un mec qui va à 2 à l'heure. Hein. Mais Rafinha, il va à une vitesse folle dans le pressing. Il fait semblant un petit peu d'être trop loin et de se dire « Ah ben non, je l'aurais pas, tu vois ». Au début. Mais il fait ses petits pas, il est concentré et là il démarre comme un ouf. Il récupère la balle. Le premier contrôle déjà est très bon parce que il pousse la balle. Il s'éloigne de Carreras. Carreras, il peut pas prendre le ballon. S'il veut stopper Rafinha, il est obligé de faire faute. Il prendrait pas un rouge parce qu'il est pas un défenseur, mais il prendrait un jaune. Bref, et s'il prend jaune,
Carreras, les amis, on en avait parlé aussi. Si Carreras prend jaune là, il est suspendu au prochain match. Donc Carreras, il a été assez prudent, il n'a pas voulu faire de jaune. Malheureusement pour lui, il a pris le jaune un peu plus tard, sur une faute sur Koundé. Mais là, donc Rafinha joue très bien le coup. Une première poussée de balle, on va dire. Carreras qui peut pas intervenir. Et donc Rafinha qui va pouvoir attaquer l'espace, il est tout seul. C'est assez mal défendu de la part des défenseurs parce que, à la limite, si le joueur il avance un petit peu, il est un peu agressif, Rafinha, il peut le prendre de vitesse. Mais lui il va forcément le gêner et s'il arrive un peu à dévier le ballon, il y a quand même un autre défenseur derrière et il y a Carreras qui revient aussi, qui est pas très loin, tu vois. Donc peut-être que le défenseur là, Otamendi, il attend un peu trop, tu vois, le ballon, et Rafinha donc il va attaquer et il va frapper soudainement, tu vois, aussi, parce que il frappe, t'as le joueur qui attend, il se dit il va attaquer, tu vois, avancer, mais voilà, là regardez où il est, Rafinha, dans cette position là, il est très axial, assez loin. Il y a 2 joueurs devant lui, le gardien il est au milieu des cages, enfin je veux dire, c'est pas évident de marquer ce but, tu vois. Tu te dis pas quand il frappe, tu te dis pas il va y avoir but, tu vois. Mais voilà, comme je l'ai dit hier dans le débrief, Rafinha il y a cru, il frappe, la balle elle part bien, et à terre, mais avec un peu de chance, on va le voir juste après, mais petit filet, le gardien est battu quoi. Et là, c'est magnifique. Donc là, il y a Antonio Silva qui ressemble un peu à Gérard Martin, qui est un peu dégoûté, c'est lui qui fait la mauvaise passe. C'est pas grave Gérard. C'est pas grave Antonio. Donc on m'a demandé hier dans le débrief aussi, parce que j'ai dit que la frappe elle était contrée, on m'a dit t'es sûr qu'elle est contrée, je l'ai pas vu. Je suis sûr qu'elle est contrée, elle est contrée là par Otamendi. Donc c'est aussi ça la Ligue des Champions, ça se joue sur des détails. La Ligue des Champions on l'a déjà dit, ça se joue sur des détails où tu vas avoir un petit peu de chance par moment dans des matchs comme ça qui sont un peu plus compliqués. Et aussi ça va se jouer avec un grand gardien. On l'a vu sur les dernières saisons, Ter Stegen, beaucoup de fois, c'est arrivé qu'il nous plombe les matchs ou en tout cas qu'il nous sauve pas. Et dans des matchs de Ligue des Champions, quand t'as un gardien qui te sort des parades et qui te sauve un match, c'est ultra important. Donc là Rafinha il frappe, elle est contrée. Elle est déviée ici par Otamendi et heureusement parce que il la dévie, donc il la remet un petit peu, il la recentre un peu la balle. S'il la touche pas, je pense qu'elle passe à côté. Donc voilà, ça se joue sur des détails comme ça, mais c'est la Ligue des Champions aussi. Bon, j'avais dit que je ferais court pour l'analyse, ça fait déjà 43 minutes que je tourne juste pour le côté analyse. On va donc partir sur la FAQ maintenant. Je vais pas sélectionner énormément de questions du coup. De toute façon, c'est pas comme s'il y en avait 400, mais quand même, il y en a quelques-unes. Il y en a plus de 70, donc je remercie tout le monde qui a participé. Évidemment c'est sympa, je vais essayer d'en prendre quelques-unes, voilà, comme je l'ai dit, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais je m'excuse d'avance, je pourrais pas prendre toutes les questions évidemment. On commence avec la question de Amine qui dit: un bon gardien peut te faire gagner des matchs importants, voire des titres. Rafinha toujours aussi clutch. Bah c'est ça, hein, c'est ce qu'on me disait là dans l'analyse, mais c'est ce qu'on me disait déjà depuis longtemps quand on voyait surtout, ça parlait beaucoup du Real Madrid et tout ça. Quand on voyait les perfs de Courtois par exemple dans certains moments de la saison en Ligue des Champions, on se disait voilà ce dont toute équipe a besoin, tu vois, c'est comme le gardien, la perf d'Alisson hier contre le PSG. C'est monumental, encore plus monumental que Chesney, mais t'as besoin en Ligue des Champions des fois quand t'as pas forcément le dessus sur l'équipe, tout ça, si t'as un grand gardien derrière, en fait c'est toujours ça, dans les compétitions, ce qui fait des fois la différence quand ton équipe elle est pas forcément beaucoup plus forte, ou en tout cas là avec le Barça où on était à 10, t'as besoin d'autres choses. Évidemment, il y a le mental et la volonté chez les joueurs de vraiment donner sa vie sur le terrain, qui joue. Mais il y a aussi un grand gardien de but, tout simplement, qui va empêcher l'équipe adverse de... T'as l'impression que c'est injouable, que l'équipe elle peut rien faire, que le gardien va tout arrêter. Donc Chesney était un peu dans ce cas-là où il a sorti vraiment un très bon match. Et devant, t'as besoin d'un joueur assez clutch, tu vois. Et la définition de clutch, c'est vraiment Rafinha. Cette saison en Ligue des Champions, c'est vraiment le joueur totalement clutch de l'équipe. C'est lui qui va être dans les moments importants. On l'a vu hein, dans l'analyse, mais Rafinha, il a pas forcément fait un gros début de match où il faisait surtout des passes, il voulait pas tirer, on aurait dit, ou alors il faisait pas un très gros match, tu vois, en soi. C'était pas le grand Rafinha, tu vois. Et il a suffi d'une action, vraiment, être là au bon moment, au bon endroit, au bon moment, quoi. Et puis voilà, ça a fait la différence. Et au final, on sort de ce match-là avec une victoire à l'extérieur et on est en ballottage favorable, on va dire, pour le retour. Après, c'est 15-0, tu vois, mais c'est vraiment la définition d'un joueur clutch Rafinha. Donc c'est ça, c'est la Ligue des Champions, c'est ce qui nous manquait sur les dernières années. On va voir si ça fait la diff jusqu'au bout. Ce serait pas mal. Ensuite, il y a une question de Joe qui dit: penses-tu que Flick a travaillé ce dispositif plus défensif qui joue moins le hors-jeu
Araujo 2 petits points. Je pense pas, non, que ça a été vraiment travaillé. Je pense pas qu'il y ait une tactique travaillée si jamais on se retrouve à 10. Mais c'est une situation qu'on a déjà vécue cette saison. Plusieurs fois, il y en a qui l'ont dit dans les questions. Ouais, c'est un peu chiant de démarrer les matchs comme ça où tu prends un rouge rapidement. Mais c'est quelque chose qui nous arrive régulièrement au final, malheureusement. Et c'est une situation donc où les joueurs ils ont un petit peu l'habitude, on va dire, comme ça. Mais je pense pas que ce soit vraiment travaillé tactiquement par Hansi Flick. C'est juste que les consignes après elles changent tout simplement et l'équipe doit s'adapter. Le coach donne les consignes pour que l'équipe s'adapte, mais en tout cas c'est voilà, c'est une adaptation au match, tu vois. Et on sent que le Barça arrive à quand même être assez solide. Bon alors certes c'était Benfica, peut-être que si on avait joué contre une autre équipe, par exemple le PSG, tu vois, parce qu'on prend un peu le parallèle avec la saison dernière où on prend un rouge justement contre le PSG, on prend des vagues, on se prend tellement des vagues qu'au final on perd le match et on se fait éliminer. Mais c'est pas le même match non plus, c'est pas la même équipe. Sans vouloir manquer de respect à Benfica, le PSG c'est quand même un peu plus dangereux devant quand même, surtout qu'à l'époque il y avait Mbappé et puis surtout c'était Ronald qui avait pris rouge, tu vois. Alors que dans ces situations-là, c'est Ronald, comme tu dis Araujo, ça veut dire Araujo il a été monstrueux. Oui, Araujo a été très bon. C'est dans ces situations-là, de ce contexte-là, où Araujo il est vraiment dans son élément, et c'est là où il brille le plus. C'est quand il faut donner sa vie, il faut dégager des ballons n'importe où, il faut y aller au physique, faire des tacles, aller au duel, tu vois. Là Ronald il brille. Mais c'est quand dans des situations un peu plus normales, où on est à 11 contre 11, qu'il faut faire le jeu, tout ça, c'est là où Ronald il va un peu moins briller que certains. C'est pour ça que Ronald était sur le banc d'ailleurs. Si on avait déjà dû poser un bus, tout ça, Ronald il aurait été titulaire, tu vois. Mais c'est pas comme ça qu'on joue. Donc voilà, mais après la tactique qui a pas forcément été travaillée, comme j'ai dit, c'est une adaptation du coach. Et puis après on a eu des ailiers qui ont défendu, alors que de base les ailiers défendent pas forcément, ils redescendent pas vraiment en défense. Là on avait vraiment 2 lignes de 4 avec des ailiers qui étaient compacts, tu vois. On avait en fait ces ailiers qui étaient assez compacts, et une fois que les Benfica passaient dans un couloir, passaient sur l'aile, là t'avais l'ailier qui écartait, qui venait presser, t'avais le bloc qui coulissait. C'était juste une adaptation tactique à la situation. Ça a plutôt bien fonctionné, on a été quand même assez solide défensivement. Ensuite il y a Mobala Godout qui dit « Salut Café, salut frérot, on peut dire maintenant qu'on comprend mieux le choix de Flick envers Szczesny par rapport à ceux qui le critiquaient. » Ouais, par rapport à Peña, tout ça. Après, il n'y a pas de critique envers le coach. Le coach, il fait ses choix. Des fois, tu vas pas comprendre le choix, mais après, ça reste un choix. Ça reste un choix, quoi. Après, les choix, oui, ils peuvent être critiqués si le joueur ne performe pas, tu vois. Si Szczesny, il est favorisé, on va dire qu'il est titulaire, mais qu'il est catastrophique à tous les matchs, oui, là, tu vas pouvoir critiquer le choix et dire, bah, c'est pas normal, tu vois. Mais c'est pas forcément le cas en soi. Maintenant, bah, il a choisi Szczesny aussi pour ça, pour ce genre de match. Ce genre de match-là, tu dois avoir la mentalité ou l'expérience, tu vois, de ce genre de match de Ligue des Champions qui vont être très difficiles, tu vois. Et Peña, c'est un joueur qui est remplaçant, c'est un gardien remplaçant. Szczesny, il en a vécu des choses quand même. Je vais pas dire c'est un vieux de la vieille, mais voilà, il était parti en retraite. Il a un peu l'expérience de ces matchs de Ligue des Champions et tout ça. Donc là, il a sorti un gros match et voilà, donc dans ces matchs-là, c'est ça aussi qui fait la diff. Maintenant, Peña, il n'est pas forcément ultra mauvais comme gardien, il peut faire des bons matchs, des bons arrêts. On voit que le choix est payant, oui, d'avoir mis Szczesny. Et dans cette situation-là, dans ce match-là, si t'as Peña ou si t'as Ter Stegen, pas sûr vraiment que ça soit le même match. Hein. C'est ça qui est fou aussi, mais c'est beau. C'est une belle histoire aussi pour Szczesny. Il pourra raconter ça à ses petits-enfants quand il sera grand-père. Ensuite, il y a Youssef qui dit « Yo, café, yo, frérot, pourquoi Torres à la place de Lamine et pas Lewandowski ?» Je l'ai expliqué dans le débrief, ce sont des choix assez logiques de par le contexte du match, tout simplement. Lamine Yamal, c'est un joueur qui est plus créatif, qui est moins rugueux, qui est moins défensif. C'est pas un soldat, c'est un artiste. C'est pas le même genre de joueur que Ferran Torres. Ferran Torres, c'est pas un artiste. C'est un requin. C'est même pas un joueur de foot, c'est un requin. Et non, mais en vrai de vrai, c'est pour ça. C'est que Flick, il avait besoin de soldats. Besoin d'un soldat sur le terrain et d'un mec qui va faire les efforts et qui va donner sa vie pour défendre plus que vraiment attaquer, tu vois. Sachant que Ferran Torres, on l'a vu dans le match contre Benfica la dernière fois, il était assez important puisqu'il était rentré, c'est lui qui avait fait la passe pour Rafinha, tout ça. Donc en soi, il avait été quand même décisif, tu vois. On sait jamais. Et puis il peut faire des bons appels, tu vois. C'est un joueur qui va prendre la profondeur aussi, donc qui va permettre au Barça d'avoir une solution quand tu dégages loin depuis la défense. Bah, c'est un joueur qui va faire l'appel dans le dos de la défense, tu vois. Qui va pas demander les ballons dans les pieds comme peut le faire Lamine Yamal. Donc déjà c'est pour ça, mais principalement comme je l'ai dit, c'est surtout pour un joueur qui est rentré pour faire les efforts. Et Lewandowski, il est resté sur le terrain, comme je l'ai expliqué aussi, pour jouer les duels défensifs, les ballons de la tête, tout ça, ce que Olmo n'aurait pas forcément pu faire. Puis Olmo aussi, on l'a expliqué, Olmo au bout d'un moment, il aurait dû sortir, il ne pouvait pas jouer tout le match. Lewandowski,
pu jouer une bonne partie du match, tu vois. Donc c'est un peu pour ça, tout simplement. Le contexte, la physionomie du match fait que ces joueurs-là, c'était assez évident qu'ils rentrent, tu vois. T'avais plus besoin de soldats sur le terrain pour essayer de garder le résultat que d'artistes comme ça qui vont essayer de faire des différences. Mais tu peux pas jouer les contre-attaques. Tu pouvais quasiment pas les jouer. On n'a pas marqué sur une contre-attaque, on a marqué sur une perte de balle de Benfica et un bon pressing de Rafinha, qui était seul. C'est même pas un pressing collectif, tu vois. C'est vraiment Rafinha qui était là, qui a accéléré, on l'a vu tout à l'heure, et voilà, qui marque. En soi, c'était assez logique, les changements. C'est assez logique quand on regarde avec du recul le match. Ensuite, il y a Baïfal qui dit « Salut Café, salut frérot, dis-moi, est-ce que réellement tu t'attendais à un tel résultat, surtout après le rouge ?» Bah franchement, après le rouge, je me suis dit le match va être très très long. Et effectivement, il était très très long, on subissait tout ça. Je me suis dit « Voilà, arrêtez le match parce qu'au bout d'un moment, on va encaisser. » Je ne voyais pas forcément gagner, je voyais pas, parce qu'on n'avait pas forcément les actions, on pouvait pas forcément jouer les actions non plus, les contre-attaques, parce qu'il n'y avait pas grand monde devant, on avait un bloc très bas, c'est très compliqué. Déjà, on peut jouer les contre-attaques, le Barça sait le faire, ce Barça-là en tout cas joue beaucoup plus les contre-attaques qu'avant. Mais quand tu as un joueur en moins, c'est difficile de trouver des solutions, tout ça, et d'apporter vraiment du danger aux adversaires. Puis l'adversaire a l'avantage, ils ont tout leur bloc dans ton camp, ils te pressent vraiment, ils t'étouffent. Donc c'est très compliqué d'avoir cet avantage-là. Donc en gros, oui, vu le match, je me suis dit, bon, bah, on est plus proche d'une défaite. Je ne voyais pas gagner. Je me suis dit, soit on va réussir à tenir le 0-0 jusqu'au bout. Chesney va sortir parade sur parade, la défense va être solide et ça va le faire. Soit on va perdre 1-0, tu vois, un truc comme ça. Et au final, on gagne. C'est beau. Mais non, je m'attendais pas à gagner. Ensuite, il y a Jean-Baptiste qui dit, est-ce que tu en veux à Koubarsi pour son erreur qu'il a fait? Non, j'en veux pas forcément à Koubarsi en soi. Il a tenté son tacle, il s'est raté. Est-ce qu'il fallait tacler? Absolument, peut-être pas. Mais c'est pas la première fois qu'il fait des tacles comme ça, des retours défensifs, et où ces tacles, il est réussi. Donc il se dit, bah, fallait réfléchir vite, tu vois. Il a tenté, il s'est raté. Il a perdu. C'est comme ça. Mais non, j'en veux pas en soi. J'en veux pas forcément. Il y en a qui ont dit ça sur les réseaux, j'ai vu un peu, mais je suis pas là-dedans, je m'en fous un petit peu. Puis même si on me critique là-dessus, pareil, je m'en fous un petit peu. Enfin, je m'en fous complètement en fait. Il y en a qui ont comparé la situation avec Ronald de la saison dernière. C'est pas forcément le même contexte, je trouve. C'est pas la même faute, c'est pas le même truc et tout. Donc non, en soi, j'en veux pas forcément à Koubarsi. Le mec sort des grandes perfs, plutôt bon, tout ça pour son âge. On a tendance à l'oublier parce que il nous fait oublier son âge parce qu'il fait des perfs monstrueuses. Là, voilà, il a sur une action, il a mal joué le coup. En tout cas, il s'est raté, il a pris rouge, je lui en veux pas. Et puis derrière, faut voir les déclarations, parce que c'est ça aussi. Moi, ce qui m'avait dérangé avec Ronald, c'est même pas le rouge en soi, parce que ça, c'est pas un truc qui me dérange en soi. Même si c'est une action, c'est une défense, un truc bête, tu vois, un geste idiot, pas très réfléchi, on va dire, de la part du joueur. Que ça soit là, Koubarsi peut-être, et encore, c'est différent, c'est pas une poussette ou quoi, c'est vraiment, il a essayé vraiment de prendre le ballon, il s'est raté. Mais Ronald, je l'en veux même pas pour son geste la saison dernière, pour le rouge, tu vois. En soi. C'est derrière, parce qu'il s'est jamais excusé, il s'est pas vraiment excusé. Il y en a qui ont dit ouais il s'est excusé, non il s'est pas excusé, il a dit oui avec moi ça aurait été probablement plus simple, ça aurait été mieux d'être à honte. Oui merci frérot, mais c'est pas ça, c'est pas des excuses déjà, mais voilà c'est derrière tout le discours qu'il y avait eu, Gundogan qui avait un peu pointé du doigt le truc, avec la fameuse mentalité allemande de Gundogan, et Ronald du coup qui avait mal pris le truc, et Gundogan avait dû s'excuser, ça j'avais trouvé ça assez lunaire, toute cette situation. C'est cette situation là moi qui m'avait gonflé, c'est pas spécialement le carton rouge en lui-même, tu vois. Dernière question de Khalil for Real qui dit si les joueurs savaient à quel moment jouer et ne pas jouer leur jeu, l'équipe serait injouable. C'est une bonne remarque, c'est une très bonne remarque parce que là on l'a vu, l'équipe peut être très très solide. Et il y a toujours cette question là, ce fameux débat de ligne du hors-jeu, que des fois on prend des risques, tout ça. Mais encore une fois, je trouve que ce débat il doit pas forcément avoir lieu dans le sens où tu peux pas, oui, tu dois t'adapter à la situation, mais tu peux pas dans le match, un coup tu joues la ligne de hors-jeu hyper haut, un coup tu poses un bus, tout ça. Ça va être surtout dans les moments clés, c'est-à-dire les fins de match, les engagements, les trucs comme ça, tu vois. Parce qu'on avait pris un but rapidement là, je sais plus quand, c'était peut-être contre Benfica, je sais plus. Il y avait eu un engagement, ou alors c'était en Liga, je sais plus. Et il y avait eu un engagement et direct le Barça qui monte hyper haut, mais c'était assez mal joué, tu vois. C'était pas la bonne situation, tu vois, pour jouer vraiment le hors-jeu. Et donc là, on avait encaissé. Et puis dans les fins de match surtout, si par exemple tu gagnes 1-0 et que tu vas prendre encore des risques monumentaux à vouloir jouer la ligne de hors-jeu très haute, tu vois, alors que t'en as pas forcément besoin, faut jouer un peu plus la sécurité pour justement gagner ce match. Et c'est là que des fois que l'équipe elle arrive pas à le faire. Mais pendant le match, vraiment, tu vas pas faire un coup la ligne elle est hyper haute, un coup elle est basse, un coup elle est haute, un coup elle est basse. Ça va être
être compliqué d'appliquer ça. Mais après, c'est peut-être pas ce que tu veux dire. Hein. Peut-être que tu parles des moments vraiment les fins de match, et trucs comme ça. Et ça, ouais, j'aurais tendance à être assez d'accord. Maintenant, la ligne du hors-jeu haute sur le terrain, le fait que le bloc soit haut, tout ça, c'est indispensable. Ça va avec tout c'est le packaging. Fleet, sa tactique, elle repose aussi sur ça, sur une ligne de hors-jeu qui est haute. Si ta ligne de hors-jeu elle est pas aussi haute, ton bloc, parce que les attaquants ne redescendent pas forcément défendre. Et les attaquants, on voit, ils sont toujours placés très haut, tu vois. Sauf Lamine qui vient un peu plus demander le ballon et Lewandowski qui vient se proposer aussi en point d'appui, une sorte de faux neuf. Mais on voit Rafinha qui est souvent très haut et tire, tu vois. Après, ça dépend de la situation, mais on a souvent des points d'appui quand même assez hauts sur le terrain. Et si en défense, t'as une défense qui fait que de reculer, tu vas avoir un bloc beaucoup trop espacé, coupé en deux peut-être, et on va avoir du mal à vraiment garder cette possession, tu vois. Donc en fait, c'est ça va avec, tu vois, la ligne haute du hors-jeu. C'est bien qu'elle soit aussi haute parce que on prend des risques, certes, mais ça va avec le reste, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu peux pas jouer de la même façon et enlever la ligne haute, tu vois, du hors-jeu. Mais dans certains moments du match, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis d'accord. En fin de match, comme ça, tu peux des fois prendre un petit peu moins de risques. Des risques peut-être qui sont des fois un peu inutiles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en peux plus. Ça fait plus d'une heure que je tourne. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour l'avant-match. Il y a déjà Barça Osasuna, pardon. Samedi soir, match important après cette victoire-là qui va peut-être, on l'a dit, laisser des traces aussi un peu physiques. On a des joueurs qui sont beaucoup dépensés. Donc on va voir si la gestion elle est un peu différente aussi du coach. Savoir si l'équipe elle va un petit peu tourner. On sera à domicile normalement, je crois. La dernière fois Osasuna, on se rappelle, on avait perdu contre eux à l'extérieur. Et pour quelle raison on avait perdu contre eux? Parce qu'on avait fait beaucoup de rotation dans ce match-là. Donc là, ça va être un peu le dilemme. Rotation contre Osasuna après le match aller. Attention à ça. À demain les amis, bonne journée. Ciao.